L'homme est un être merveilleux. Dans la vidéo sur Anathan, je vous avais dit que pour aller dans certains lieux inaccessibles, il fallait être soit scientifique, soit militaire. Un mois plus tard, je suis toujours ni l'un ni l'autre, et parmi les endroits difficilement accessibles que j'aimerais pouvoir visiter, se trouvent les îles de l'atoll de Bikini. Il y a un gars qui s'est retrouvé là-bas, un japonais qui s'appelle Eikichi Kuboyama, et pour le coup, lui, il aurait sûrement dû rester à la maison, parce que, sans le savoir, il s'est approché de l'une des zones les plus interdites et les plus dangereuses de la planète, et il a assisté, malgré lui, à l'un des événements secret défense les plus importants du XXe siècle. Nom de code de l'opération Shrimp, nombre de victimes reconnues, 1, Eikichi Kuboyama, l'homme qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Bonjour. Cette vidéo est sponsorisée par O2Switch. C'est un hébergeur web français, simple, pas cher, efficace, que j'ai moi-même déjà utilisé et qui vous permettra d'héberger rapidement votre site web, votre portfolio, votre boutique en quelques clics. On va beaucoup parler de sécurité dans cette vidéo et c'est important au quotidien. Et ici, c'est la même démarche. Si vous voulez confier vos données personnelles et celles de vos clients à un hébergeur, autant le faire avec une entreprise française, avec ses propres serveurs qui sont localisés en France et une équipe en France, à Clermont-Ferrand en l'occurrence. Bien sûr, avec tout ça, le service client est en français. La console de gestion aussi est totalement en français. Ça facilite quand même pas mal les choses. Et l'offre qu'il propose est juste folle. Il y a plusieurs formules en fonction de vos besoins, bien évidemment, mais la principale offre, c'est l'offre Cloud qui vous permet d'héberger autant de sites que vous voulez, avec un espace illimité, avec une bande passante illimitée. Le nom de domaine en plus est offert et vous avez même la possibilité de transférer gratuitement votre site chez eux. Et tout ça pour un prix vraiment dérisoire, juste quelques euros par an. Et en plus, en cliquant sur le lien en description et en rentrant le code TEF10, vous avez 10% de réduction sur l'offre qui déjà est folle. Donc meilleur rapport qualité-prix ever. Ça fait déjà longtemps qu'O2Switch soutient notre chaîne et ils nous font confiance quel que soit le sujet qu'on aborde. Donc merci à eux pour ça, merci de participer à l'aventure. Et encore une fois, si vous cherchez un bon hébergeur, pensez à eux. Kuboyama, c'est plus qu'une simple victime. Vous allez le voir, c'est typiquement dans ce genre de moment qu'on se rend compte que le destin d'une seule personne peut faire basculer le monde entier. Avant de vous raconter tout ça, il faut que je plante le décor parce que l'endroit dont on parle, c'est un peu le boss final de ma quête personnelle des lieux où j'aimerais aller un jour, l'atoll de Bikini. L'atoll de Bikini, c'est un ensemble de 23 îles en forme d'ovale qui se trouvent en plein cœur du Pacifique, à 800 km au nord de l'atoll Majuro, où se trouve bien sûr la capitale des îles Marshall qui s'appelle la ville de Delap Uliga Darit. Vous l'aviez tous bien sûr, j'en suis sûr. Les îles Marshall, c'est pas le genre de nation qui va briller aux Jeux Olympiques d'hiver. L'atoll Bikini, c'est des plages de sable blanc, des eaux turquoises, des poissons colorés, des cocotiers, du soleil et aujourd'hui de la radioactivité. Aujourd'hui encore, Bikini, c'est l'un des sites les plus radioactifs de la planète. On va voir pourquoi très vite, mais vous comprenez bien qu'entre ça et l'éloignement géographique, c'est pas facile de se rendre sur place. Pas facile, mais pas impossible non plus. Je peux vous le dire, j'ai un plan pour y aller via des organismes de plongée sous-marine parce que c'est un des meilleurs spots de plongée de la planète. Le problème, c'est qu'il faut un gros niveau de plongée, en plus que beaucoup de temps et beaucoup d'argent, que je vais mettre sûrement plusieurs années à rassembler. Donc c'est un projet à long terme, mais j'y travaille. Pour en revenir à l'atoll, il n'a pas toujours été inaccessible et inhabité. Il l'est depuis 1946, moment où les Américains prennent littéralement une carte du monde, pointent du doigt l'endroit le plus isolé et tombent sur les îles Marshall. Et ils n'ont qu'un seul but, y faire péter les plus grosses bombes possibles. Des bombes nucléaires, vous l'avez compris. Donc quand ils arrivent, ils virent tous les bikiniens et toutes les bikiniennes, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les habitants du coin. Très joli d'ailleurs, on pourrait presque en faire une chanson. Tous les bikiniens et toutes les bikiniennes se font dégager par l'armée américaine. Leur maison, leur jardin, leur chemin s'en vont loin de leurs mains. Alors, ils les sortent pas par la manière forte non plus, c'est beaucoup plus subtil que ça. L'armée dit aux habitants que la bombe, c'est la solution pour la paix dans le monde et globalement, ça suffit à les convaincre. Les habitants acceptent de partir, ils sont persuadés que leur sacrifice servira et puis surtout, on leur dit que ce sera temporaire. Spoiler, 70 ans après, ils sont toujours pas revenus. En 1998 d'ailleurs, les plages sont officiellement déclarées inhabitable. En 12 ans, c'est pas moins de 23 essais nucléaires qui sont menés sur l'atoll. Au total, l'énergie libérée équivaut à environ 7000 fois Hiroshima.
La zone autour est évidemment interdite pendant toute la période, histoire d'éviter les catastrophes, du moins en théorie, parce qu'au moment où les États-Unis font exploser la bombe la plus puissante de leur histoire, le 1er mars 1954, Aikichi Kuboyama et les 22 autres marins du Daigo Fukuryu-maru sont juste à côté. On n'a pas beaucoup d'informations sur Kuboyama avant 1954, mais on a l'essentiel. Il est né en 1914 et vient du village portuaire de Yaizu, au Japon, donc à mi-chemin entre Tokyo et Nagoya. L'activité économique de la ville est sans grand étonnement tournée vers la mer et plus particulièrement vers la pêche au thon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est, comme beaucoup d'autres, mobilisée. Beaucoup de bateaux de pêche deviennent des navires de guerre et les marins deviennent des soldats. Kuboyama n'y échappe pas et il intègre la marine de guerre avec pour mission de défendre l'atoll Kwajalein, situé lui aussi dans les îles Marshall. Mais en 1944, son navire se fait couler en pleine mer. Beaucoup de ses frères d'armes meurent dans l'attaque évidemment, mais Kuboyama survit. Comment, vous allez me demander? Tout simplement parce qu'il avait l'appendicite et que ce jour-là, il n'était plus sur le bateau lors de l'attaque. À ce moment de l'histoire, on peut le considérer comme très chanceux, mais quand on connaît la suite, on se rend compte que le destin lui avait juste donné rendez-vous dans 10 ans, comme Patrick Bruel, au même endroit, et cette fois, pour ne pas le louper. Bam! Petit saut dans le temps, on est maintenant le 22 janvier 1954, toujours dans le port de Aizu. À quai ce jour-là se trouve le Daigo Fukuryu-maru, en français le Dragon chanceux numéro 5, notez bien le chanceux. Sur le port, il y a de l'agitation et pour cause, les marins s'apprêtent à partir pour une grosse pêche au thon. À bord, ils sont 23 et la moyenne d'âge est très jeune, aux alentours de 25 ans. Kuboyama, du haut de ses 39 ans, c'est un peu le senpai de la team et dans le bateau, il a un rôle important puisqu'il est officier radio. Les marins sont rodés, les départs en mer comme ça, ils en ont fait beaucoup. Normalement, c'est la routine et tout devrait bien se passer. Sauf que dès le départ, ça commence mal. Premier loupé, déjà, ils oublient une pièce de rechange cruciale pour leur moteur. Dit comme ça paraît pas forcément dramatique, sauf que ils vont pas pêcher près de la côte, les gars. Non, ils partent au milieu de nulle part à plus de 3500 km du Japon. Donc au milieu de rien. Donc il faut quand même un minimum de préparation. Heureusement, ils s'en rendent compte assez vite, donc ils font une petite escale rapide avant de reprendre la mer. Enfin rapide, pas tant, puisque en repartant du port, ils s'échouent. Bon, en eau peu profonde et ils s'en sortent quand même, mais tu vois, ça commence à appuyer un peu la sortie en mer là, elle montre quelques signes que c'est pas parti pour être de tout repos. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Très simple, ils suivent les poissons. Enfin, ils essayent, parce que d'abord ils mettent le cap vers les îles Midway, c'est là qu'est censé être le poisson, mais pas de bol encore une fois, il y en a pas, il est ailleurs. Alors, ils cherchent une autre destination. En mer, les jours passent, les semaines passent, et puis toujours rien. Pas de thon, en tout cas pas autant que prévu. Et je sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais on parle pas de petites expéditions, encore une fois, ils partent parfois en haute mer pendant 3 mois. À bord, la vie est sûrement méga chiante. On pêche, on mange, on dort, on pêche, on mange, on dort, on pêche, on mange, on dort, on pêche, on mange, on dort. Après quelques semaines, les marins décident de mettre le cap au sud. Et toujours rien, en tout cas pas grand chose niveau pêche, alors que les galères, elles, continuent de s'enchaîner. Avec du matériel qui casse, des filets de pêche qu'on perd, il y a rien qui va. Mais ils abandonnent pas. Esprit Kaizen. On continue vers le sud et on va finir par trouver quelque chose. Sauf que, au 38e jour, le 28 février 1954, ils sont presque à court de vivres et d'essence. Si bien que la question se pose, est-ce qu'on rentre les cales presque vides, la queue entre les jambes, ou pas? Bah oui, évidemment qu'il faut rentrer puisque, on vient de le dire, il n'y a plus de vivres et il n'y a plus d'essence. Sauf que les marins se disent, allez, encore un jour de plus. Tout indique que c'est trop la merde, qu'il faut rentrer maintenant. Il n'y a rien qui va, mais ils vont tenter un jour de plus. Parce que il y a un truc, je sais pas quoi, qui leur fait penser que demain, c'est leur jour. Ouais, bah demain, c'est surtout le jour où les Américains vont faire exploser leur plus grosse bombe nucléaire juste à côté d'eux. Alors ça y est, on y est, on est le 1er mars 1954 et les pêcheurs japonais sont à environ 160 km de l'atoll de Bikini. Autrement dit, pas si loin de la zone d'exclusion américaine qui est, je le précise, connue et signalée sur les cartes. D'ailleurs, Kuboyama, dans ses derniers écrits, raconte le moment où il comprend qu'il devait pas trop rester là, parce que c'est lui qui dit aux autres que la zone juste à côté sert à faire des essais nucléaires et que quand même, c'est pas le meilleur endroit du monde où se trouver. Est-ce qu'il décide de s'éloigner pour autant? Évidemment que non. Je sais pas si vous connaissez la théorie du perfect storm, l'orage parfait en français, c'est quand plein de facteurs indépendants qui n'ont rien à voir se déclenchent en même temps pour provoquer une grosse catastrophe. Et ben là, on est en plein dedans.
Kuboyama avait raison, un peu trop même. En 1954, on est au début de la guerre froide et un élément central de ce conflit, qui est tout sauf frontal, c'est l'arme de dissuasion ultime, la bombe nucléaire. Rappelez-vous, elle est inventée aux États-Unis avec le projet Manhattan, dirigé par Oppenheimer. C'est un projet colossal qui va mobiliser à l'époque 130 000 personnes et continuer jusqu'à aujourd'hui. Le 16 juillet 1945, à 5h30 du matin, a lieu la première explosion nucléaire au monde. On est sur le site de test Trinity, aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique. Et est-ce que je me la pète un peu trop si je vous montre que j'ai dans mon bureau un morceau de sable vitrifié qui vient de la première explosion nucléaire? Ça s'appelle de la trinitite et c'est le sable qui se trouvait au cœur de la première explosion, dans un rayon de 200 mètres, au plus proche de l'impact, qui a fait fondre le sable pour donner un genre de verre radioactif. Alors rassurez-vous, comme vous le voyez là, je l'ai testé et c'est pas vraiment radioactif. Il faut juste le garder dans un emballage scellé et éviter de le casser pour pas inhaler de la poussière, mais tout va bien. Évidemment, les premières victimes de cette invention de l'enfer, ce sont les Japonais en 1945 qui ont pris tarif avec Hiroshima et Nagasaki, rappelons-le. Les événements sont tellement choquants, on parle quand même d'un objet capable de supprimer la vie sur des kilomètres à la ronde en une simple fraction de seconde. Donc après ça, tout le monde comprend les enjeux du nucléaire. Et ça va devenir une priorité pour les grandes nations, sauf pour le Japon évidemment, qui veut plus en entendre parler. Mais les Américains sont parmi les premiers dans la course. Ils ont transformé d'ailleurs une partie du Pacifique en véritable gruyère radioactif. Vu la puissance des bombes après-guerre, plus question de faire ça à la maison. Et on le sait aussi, ils font pas ça par plaisir non plus. De l'autre côté de l'océan, les soviétiques font exactement la même chose et de façon plus ou moins forcée, les deux pays se retrouvent à faire la course à globalement qui aura la plus grosse. Petite parenthèse, si vous voulez briller au repas de famille, la plus grosse bombe nucléaire jamais testée, c'était le 30 octobre 1961, la Tsar Bomba des soviétiques, d'une puissance équivalente quand même à 3800 fois Hiroshima. Mais pour l'instant, en ce 1er mars 1954, la bombe la plus puissante jamais fabriquée est américaine, bien au chaud sur l'île de Bikini. À 6h44 et 59 secondes heure locale, elle n'a pas encore explosé et une seconde plus tard, sa puissance va dépasser tout ce que les scientifiques avaient imaginé. Le 1er mars, c'est donc le dernier jour de pêche avant de rentrer au port pour les marins du Daigo Fukuryu Maru. Il est 1h du matin, la journée commence. Pendant près de 2 heures, Kuboyama et les 22 autres marins, ils sont sur le pont, ils donnent tout, ils y croient, le poisson va finir par mordre, en tout cas c'est leur seule préoccupation. Mais vers 3h45, heure japonaise, alors qu'ils finissent de remonter les filets, le soleil se lève. Sauf qu'il y a un bug, il se lève à l'ouest. Enfin, plus exactement, il y a d'abord un gros éclair qui déchire le ciel, puis une énorme boule de feu qui va monter à une vitesse folle, et surtout très très haut, à plus de 40 km d'altitude. C'est quasiment 4 fois plus haut que les avions de ligne, mais c'est pas ça le plus impressionnant. Le plus impressionnant, c'est la couleur du ciel qui passe du jaune clair au jaune, puis à orange violet pour finir sur un rouge intense. Et ce qui les choque le plus, c'est aussi le silence. C'est exactement l'image qu'on se fait de l'apocalypse. À bord du bateau, d'ailleurs, certains pensent qu'ils assistent à la fin du monde. Je pense que sincèrement, on peut même pas imaginer la puissance de l'explosion. Il y a d'autres pêcheurs qui sont un peu plus rationnels et eux, ils pensent à une éruption volcanique. Et la théorie est en vrai pas si bête, puisque 2 ans plus tôt, en 1952, a eu lieu la catastrophe de Myojincho. En gros, c'est un volcan marin qui était rentré en éruption et qui avait balayé un bateau scientifique qui passait juste au-dessus. Mais en vrai, les théories, elles se calment très vite. Les hommes, ils comprennent, à la vue du gigantesque champignon qui se forme devant eux, que ce qu'ils ont vu, ça pouvait être qu'une bombe atomique. 8 minutes plus tard, le sol gronde. Et pas un petit grondement, le grondement qui vient des abysses et qui fait trembler toute la mer. Et encore quelques minutes plus tard, les hommes à bord du bateau entament leur petit déjeuner. Je récapitule, ils sont en plein Pacifique, seuls. Une explosion monstrueuse vient d'avoir lieu. Ils ont un énorme champignon atomique en décor de fond. Et la première chose qui leur vient en tête, c'est de manger. Ok. 20 minutes plus tard, le jour se lève, pour de vrai cette fois, et une petite brise vient caresser délicatement les joues des pêcheurs. Et c'est ce vent qui sera le vrai problème, parce que ce vent, il amène droit sur le bateau un énorme nuage chargé de toute la cendre radioactive de la région. Est-ce qu'ils paniquent ? Toujours pas. En même temps, la mer, elle n'est pas plus agitée que ça, et puis des gros nuages, ils en ont déjà vu d'autres, les marins. Et à l'époque, je le rappelle, mais on mesure pas encore vraiment les conséquences d'une explosion nucléaire. Ça fait que 9 ans que la première bombe a été testée, on n'a pas du tout le recul et le niveau d'information actuel, surtout des marins qui viennent de la campagne japonaise. Donc eux, en voyant un nuage arriver, ils s'attendent juste à prendre une grosse averse. Sauf que du nuage sort de la neige. En plein Pacifique, il doit faire un bon 20 degrés déjà le matin comme ça, donc
bizarre. Et en plus, la neige, elle est un petit peu étrange. Elle n'est pas très blanche, un peu collante. Elles fond pas. En fait, ce sont plutôt des cendres. Et elles tombent pendant plusieurs heures. Les marins en sont recouverts, les cheveux, les habits, mais aussi le visage, les yeux. Et apparemment, ça picote un peu. Tu vois, l'effet sur la peau, il n'est pas très agréable, quoi. Ça brûle, on va dire. Et quand ils essaient de nettoyer la cendre, gros souci, elle reste collée. Ils racontent qu'ils essayent de se lécher les lèvres pour nettoyer la matière, quoi. Mais elle reste accrochée, c'est dur, c'est granuleux. Et entre eux, ils appellent ça les cendres de la mort. Et ils avaient pas tort. L'âge de Kuboyama, là, ça devient un atout pour l'équipage parce que c'est une des seules personnes qui est assez âgée pour avoir combattu pendant la guerre du Pacifique et avoir vu à l'âge adulte les effets de Hiroshima et Nagasaki. Les autres, ils étaient enfants pendant ce temps-là, ils se rendaient pas forcément compte. Donc c'est lui qui va donner les premiers conseils, ceux qui vont sauver des hommes. Le premier d'entre eux, de ce conseil, c'est aussi le plus logique, c'est déjà de se laver abondamment à l'eau. Et là, rien que ça, déjà, c'est une galère parce qu'on l'a dit, ça colle, les pêcheurs n'arrivent pas à s'en débarrasser de cette merde et concrètement, ils vont jamais être super propres, quoi, mais ils essayent, quoi. Deuxième directive, c'est de laver le pont au maximum. Et c'est ce qu'ils vont faire, tant bien que mal, encore une fois. Et enfin, Kuboyama, il prélève un échantillon de cendre pour le faire analyser à leur retour. Car il a quand même un peu de flair parce qu'on va découvrir plus tard que tout ce qu'ils ont autour d'eux, c'est pas vraiment de la cendre, c'est surtout de la poussière de corail irradié. On en reparle dans quelques secondes, mais l'impact de la bombe a été tellement violent qu'il a soulevé les fonds marins littéralement dans les airs sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde, en les irradiant bien évidemment au passage. Pour les marins de la zone, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Surtout qu'à partir de maintenant, il leur reste 2 semaines de route pour rentrer au Japon. 2 semaines de l'enfer. Au début, tout va bien, il n'y a rien à signaler, la vie reprend tranquillement son cours, sauf que certains des marins commencent à avoir quelques petits désagréments. Pas très graves, des petits problèmes de transit, on va dire. Ils avaient tous une turbochiasse en fait, mais c'est pas tout. Petit à petit, il y a aussi les maux de tête qui arrivent, les gencives qui saignent, la peau qui noircit, les nausées, les cloques. Et quelques jours plus tard, il suffit qu'il se passe une main dans les cheveux pour les perdre par poignée. Ça sent pas bon cette histoire, pas bon du tout. Un peu plus tôt, je vous parlais du Perfect Storm, un enchaînement d'événements décorrélés qui aboutissent ensemble à une catastrophe. Et ben on est complètement dedans. Parce que là, on a des marins japonais qui se retrouvent à des milliers de kilomètres de chez eux, de façon totalement imprévue. Parce que je le rappelle, ils ont été retardés par une pièce mécanique qui leur manque, ils se sont échoués, ils n'ont pas trouvé le poisson qu'ils voulaient là où ils voulaient. En plus, ils décident de rester un jour supplémentaire, donc ils se retrouvent pile aux abords d'un essai nucléaire, au mauvais moment. Et en plus, ils se retrouvent sous le vent avec toute la radioactivité qui leur tombe dessus. Mais c'est pas tout, loin de là, parce que le champignon qu'ils voient à l'horizon, c'est pas celui d'une simple bombe atomique. Non, non, non. Si c'était que ça, en vrai, ça irait. Là, c'est celui de la toute première vraie bombe H, une bombe à hydrogène. Je dis vrai parce qu'en 1952, il y avait déjà eu un premier test, mais pas d'une bombe opérationnelle. C'était le déclenchement d'un truc de plusieurs tonnes qu'on pouvait pas déplacer. Là, c'est la première bombe H qui pète juste à côté d'eux. Pour que vous compreniez bien, il existe 2 types de bombes nucléaires, selon la réaction physique utilisée. La bombe atomique, ou bombe A, qui est basée sur la fission nucléaire, c'est la toute première, celle qui a rasé Hiroshima et Nagasaki, et la bombe thermonucléaire, ou bombe H, qui arrive après, et qui est basée sur la fusion nucléaire. La bombe H peut être plusieurs milliers de fois plus puissante que la bombe A, ça n'a rien à voir. Et globalement, c'est ça qu'ils ont pris sur la gueule. Ils se retrouvent pile à l'endroit du premier test d'une bombe H. Et en plus, c'est pas fini. Et c'est là que ça devient presque trop dans la malchance. Les Américains se gourrent complètement dans leurs calculs. La bombe, elle est 3 fois plus puissante que prévu. C'est énorme quand on parle d'une bombe. C'est l'opération Castle Bravo. Le nom de code de la bombe est Shrimp, la crevette, et elle va produire l'explosion nucléaire la plus puissante jamais réalisée par les États-Unis. À la base, les pêcheurs, ils devaient être totalement à l'abri. La zone d'exclusion pour les tests était de 55 km depuis le point de l'impact. Le bateau, il était à 130 km. C'est loin! Ils étaient bien, normalement. Sauf que la bombe, elle devait faire 5 à 6 mégatonnes de puissance. C'est déjà plus de 300 fois Hiroshima. Et en réalité, elle a fait 15 mégatonnes. C'est l'équivalent d'environ 1000 fois Hiroshima. L'explosion, elle est tellement violente qu'elle creuse un cratère de 2 km de large et de 70 mètres de profondeur. On voit encore le cratère par vue satellite. Donc vous comprenez maintenant pourquoi la poudre de corail a été pulvérisée sur des kilomètres et des kilomètres. Ils ont défoncé la mer, quoi. Littéralement. Et en plus, c'est pas la seule erreur des Américains. Le sens du vent. Très mal anticipé le sens du vent. Ils pensaient que ça soufflerait vers le nord et tout est parti à l'est. Les officiers américains eux-mêmes, dans leur bunker,
Ils ont failli y passer parce que c'était mal fait. En fait, dans les faits, on ne sait pas trop, mais ça a l'air plus complexe et surtout un peu plus sombre que ça. Apparemment, quelques heures avant le tir, les experts météo, ils avaient prévenu le commandement que attention, le vent a tourné, ça part vers des zones habitées. Et les mecs de l'armée, ils ont dit Osef, on le fait quand même. De toute façon, les retombées, elles iront pas très loin. Erreur. Erreur parce que le surplus d'énergie, il a propulsé les cendres radioactives déjà 2 fois plus vite et surtout beaucoup plus loin que prévu. Pile poil sur la trajectoire du bateau japonais, mais pas seulement. Les atolls voisins sont également touchés et en plus, ils sont habités. Ils sont habités par des peuples autochtones qui vont connaître de très graves cas d'irradiation. En particulier sur l'atoll de Rongelap, sur lequel 236 personnes vivaient. 236 personnes qui ont été ni prévenues, ni évacuées. Et au moment où il a commencé à neiger, ils ont cru à un acte divin, à un miracle. Ils étaient tellement curieux qu'ils ont joué dans les cendres, ils en ont même mangé. Bref, cancer, tout ça, c'est eux clairement les principales victimes de Castle Bravo. Le 14 mars 1954, le Daigo Fukuryumaru entre discrètement dans le port de Yaizu. Vous vous demandez peut-être pourquoi discrètement ? Eh bien parce que les marins ont peur. Dès qu'il a vu l'explosion, Kuboyama, son premier réflexe, c'est pas de penser à sa santé. Dans ce qui l'obsède, c'est qu'on le prenne pour un espion. On est à peine 10 ans après la capitulation du Japon et la guerre est encore dans toutes les têtes. Sur le coup déjà, ils préviennent personne par radio, par peur que les Américains apprennent qu'ils étaient dans la zone et décident de les emprisonner, voire pire, de les exécuter pour cause d'espionnage. Ce qui techniquement serait pas si compliqué, il n'y a pas de témoins, et puis un accident de pêche en haute mer, c'est quand même assez vite arrivé. Donc les Japonais, ils font profil bas tout le retour. Mais c'est pas la seule chose qui les inquiète. Ils ont aussi peur du regard de la population japonaise au retour. Ils ont peur de devenir ce qu'on appelle des Shibakusha, des irradiés. C'est le terme qui désigne les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. Et à l'époque, cette étiquette, c'est l'équivalent d'une mort sociale. Dans la société, beaucoup les considèrent un peu comme des pestiférés, surtout par peur d'être contaminés par leur radiation. Et ces gens-là, ils ont du mal à trouver du travail, à se marier, à se faire des amis, à avoir une vie sociale. Et puis aussi, les marins, ils ont quand même envie de vendre leurs poissons. Ils n'ont pas fait la pêche du siècle, d'accord, on l'a compris, mais quand même, flemme de passer plus de 2 mois en mer pour rien. Donc le peu qu'on a, on va le vendre. Pourtant, à leur arrivée, ils sont quand même dans un sacré état. Les yeux gonflés, quasiment plus de cheveux, la peau noire des cloques. Évidemment, le premier réflexe, c'est bien sûr d'aller à l'hôpital. Non, pas du tout, que des mauvais choix. Sur les 23, il n'y en a que 2 qui vont à l'hôpital, dont Kuboyama, qui malheureusement pour lui est l'un des plus atteints. Les médecins, quand ils les voient débarquer, ils comprennent évidemment tout de suite que c'est des radiations, et à partir de là, les nouvelles vont vite. Le 16 au matin, donc 2 jours après leur retour, tout le monde sait ce qui s'est passé, en tout cas dans le village. Il y a un article local qui relaie l'info, des pêcheurs ont été irradiés et 2 sont à l'hôpital, alors que les autres ont été aperçus tout simplement buvant un coup en ville avec leurs vêtements encore couverts de cendres. Le 17, le scandale devient national. C'est le magazine Yomiuri Shimbun, très connu au Japon, qui publie un article intitulé « Des pêcheurs japonais victimes d'essais atomiques à Bikini ». Les médecins, eux, ils ont quand même un peu des doutes, parce qu'ils reconnaissent pas tout à fait les symptômes d'une bombe A. Et puis l'analyse des cendres, ramenée par Kuboyama, montre bien que c'est pas totalement quelque chose de connu. Donc on a des victimes qu'on sait pas vraiment comment traiter. Petit problème quoi. Et bien sûr les Américains, ils veulent pas donner les ingrédients de leur nouvelle bombe H. Donc faute de traitement approprié, l'état des marins se dégrade encore. Après la révélation dans le journal national, c'est la panique pour les autorités qui savent pas trop comment traiter cette histoire. À l'époque, il n'y a pas vraiment de protocole. Et à Yaizu, petit village de pêche, on le rappelle, les gens sont pas plus inquiets que ça. Il y a même des curieux qui se baladent près du bateau sans aucune protection. Ils marchent dans les particules radioactives et très vite, c'est l'ensemble de la ville qui devient radioactif. Et quand l'alerte devient nationale, le 17 mars, donc 3 jours après le retour des marins, les autorités sanitaires arrivent dans le village pour se rendre compte que le thon récupéré par l'équipage s'est déjà retrouvé sur les marchés. Ils saisissent en panique 1,8 tonnes de thon pour les enterrer, juste à côté du marché central d'ailleurs, donc on stresse, mais pas trop non plus. Mais bien sûr, c'est déjà beaucoup trop tard, une grande partie du thon contaminé a déjà été vendue et consommé par les locaux. Le gouvernement, bien évidemment, alerte la population et préconise de laver le thon avec de l'eau avant de le consommer. Voilà.
Le thon, c'est un sacré marché au Japon à l'époque, et l'idée du gouvernement, c'était de prendre un petit peu de précaution sans déstabiliser le marché. Mais bon, plus tard, quand les gens vont se rendre compte que les tests nucléaires américains peuvent contaminer l'eau dans un rayon de 2000 km autour du point d'impact, il y a quand même eu une petite crise, je vous le cache pas, et les Japonais à ce moment-là, déjà pas trop fans des Américains, ils étaient un petit peu fâchés. La position des Américains dans cette histoire est, en gros, oui, on a bien fait exploser une bombe, mais promis, c'est pas notre faute. Vraiment, on sait pas trop ce qui s'est passé. Ils vont même jusqu'à accuser les Russes, parce que si les États-Unis font des essais nucléaires, c'est à cause de la menace soviétique. We must continue to do our best to produce devices which will prevent the free world from being overrun by the communists. Donc d'une certaine manière, les radiations seraient de la faute des Russes. D'ailleurs, pour les Américains, petite précision, mais les pêcheurs japonais sont sûrement des espions à la solde des Soviétiques. Surtout que, autre argument aussi, des Américains se trouvaient également sur le site, postés à 50 km de l'explosion, et eux, ils se plaignent pas d'être malades. Donc conclusion côté américain, c'est que les Japonais exagèrent. D'ailleurs, au sujet de ces soldats américains, certains ont raconté qu'au moment du flash, ils ont pu voir leurs os à travers leur peau. Tellement c'était puissant, j'adore l'anecdote. Donc cette position des Américains, elle va déclencher une vraie guerre des expertises, avec d'un côté les médecins japonais qui parlent d'une irradiation grave, ils ont avec eux des malades qui ont une peau noire, des cloques, ils ont plus de cheveux, et de l'autre, des Américains qui expliquent tout simplement que les blessures sont largement exagérées, que ce sont juste des brûlures superficielles. Les États-Unis proposent quand même de fournir une aide médicale aux victimes, le Japon refuse, sûrement par manque de confiance et parce qu'ils veulent plus d'informations, et en fin de compte, je saute directement à la conclusion parce que c'est quand même beaucoup d'allers-retours, les États-Unis proposent une compensation financière aux victimes, 2 millions de dollars, mais sans reconnaissance de responsabilité ni d'excuses, en disant simplement que c'est regrettable. Pendant tout ce temps-là, Kuboyama, qu'on n'a pas oublié, vit un calvaire. Son corps se désintègre. Et c'est très douloureux. Si je schématise, les radiations ont brisé son ADN, ce qui veut dire que son corps n'a plus le mode d'emploi pour fonctionner. Sa peau s'assombrit, jaunit et finit par tomber en lambeaux. À l'intérieur, c'est encore pire, son système immunitaire, il est tellement annihilé que son corps peut plus combattre la moindre bactérie, la moindre infection. Donc il suffit d'un tout petit virus et c'est fini pour lui. C'est ça, en fait, la réalité des brûlures superficielles dont parlaient les Américains, un homme qui se décompose petit à petit. Le 23 septembre, à 18h56, après plusieurs mois de souffrance, Aikichi Kuboyama décède des suites des radiations. Ce jour-là, il devient officiellement la première victime de l'histoire d'une bombe H, et c'est la 3e fois, en moins de 10 ans, que le Japon est endeuillé par l'arme nucléaire. Sur son lit de mort, Kuboyama bascule dans la légende. Il aurait laissé pour la postérité une dernière phrase qui a secoué le monde entier en disant « J'espère être la dernière victime d'une bombe nucléaire ». Je fais une petite aparté parce qu'il faut que je vous dise un truc. J'ai un tic, ou je sais pas ce que c'est. Je vois le numéro 23 partout. En tout cas, il attire mon attention, un peu comme Jim Carrey dans le film Le Nombre 23, mais depuis encore avant ça, sûrement parce que j'habitais en Creuse quand j'étais ado, je pense que c'est ça, et vous m'avez peut-être déjà vu m'arrêter en vidéo sur une place de parking ou sur une chambre d'hôtel en disant « Ah, 23, la Creuse ». Ici, on est dans un atoll de 23 îles, dans lequel on a fait 23 essais nucléaires. Il y passe un bateau avec 23 marins à bord, et un mec meurt. C'est la seule victime reconnue d'une bombe H, et il meurt un 23 septembre. Je pète un câble en fait. Bref, ce décès, il faut le voir comme une déflagration. C'est l'événement fondateur d'un profond rejet du nucléaire au Japon. Ça paraît fou, mais cette mort, à l'époque, elle a presque autant d'impact que Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive en temps de paix. Les bombardements de 1945, c'était évidemment l'horreur absolue, mais c'était la guerre, donc c'était plus logique. Mais un homme qui meurt gratuitement en temps de paix, parce qu'il y a des grandes puissances qui testent des armes de l'apocalypse pas loin de chez toi, ça ne passe pas. C'est une injustice totale, et l'émotion est tellement forte à l'époque qu'elle donne même naissance aux premières grandes marches antinucléaires de l'histoire. Au cours de l'année qui suit le drame, une pétition antinucléaire a récolté 31 millions de signatures au Japon. Dans un pays qui compte 90 millions de personnes, c'est colossal. Et un an plus tard, en août 1955, le Japon tient la toute première conférence mondiale contre les bombes nucléaires à Hiroshima. Le symbole est fort. Aujourd'hui encore, la tombe de Kuboyama à Tokyo est devenue un lieu de recueillement. Et son dernier vœu est gravé devant un endroit assez particulier,
le musée du Daigo Fukuryu Maru. Parce que oui, le bateau existe toujours, il a été décontaminé et il est exposé à Tokyo. Et le plus fou, c'est qu'il a continué à naviguer pour la pêche jusque dans les années 60 avant de finir comme monument historique. Je voulais finir sur une anecdote un petit peu plus légère, mais dans le premier film Godzilla, sorti en 1954, la scène d'introduction où on voit des pêcheurs assister à une explosion nucléaire en pleine mer est une référence à cette histoire. Et Godzilla lui-même, au fond, c'est la peur nucléaire japonaise qui prend la forme d'un monstre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à O2 Switch de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas de passer par le lien en description si vous cherchez un bon hébergeur. Je vous renvoie sur la dernière vidéo qu'on a faite le mois dernier d'un survivant, enfin plutôt d'une survivante qui elle aussi s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment pendant la guerre et qui a pris très cher. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas, on va tous mourir. Sur une île au cœur de l'eau, des cabanes, des rires, des bateaux. On pêchait, on chantait au vent, on croyait rester là.